Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est Délicia Souka, bienvenue ce soir dans votre émission Divine Afrique. Vous savez, Divine Afrique, c'est cette émission qui se veut de promouvoir toutes les richesses culturelles du continent africain. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour cette date si particulière, pour cette date spéciale qu'est le 31 juillet. Et oui, pour tous ceux qui ne le savent pas, pour toutes celles qui ne le savent pas, le 31 juillet, c'est la JIFA, la Journée internationale de la femme africaine. Alors, en tant que présidente de l'association Divine qui lutte pour les droits des femmes, qui lutte pour la valorisation et l'épanouissement de la femme dans tous les domaines, je ne pouvais pas manquer cette occasion de pouvoir rassembler autour, derrière l'écran, devant l'écran, derrière l'écran, des femmes spéciales, des femmes au parcours tout aussi spécial, qui ce soir seront là pour parler de leurs activités, qui ce soir seront là pour partager avec nous leur parcours de femmes et qui, à travers leur participation, leur contribution, pourront transmettre ce message d'encouragement, de valorisation pour la gente féminine. Alors, la JIFA, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la Journée internationale de la femme africaine? Alors, pour le petit récapitulatif historique, un peu de lecture pour nous remémorer cette date du 31 juillet, comment est-ce qu'elle est apparue, comment est-ce qu'elle a vu le jour et pourquoi est-ce qu'elle a vu le jour. La Journée internationale de la femme africaine existe depuis 1964. Elle est l'initiative d'Awa Keïta, qui était une sage-femme militante malienne et qui était également une femme politique malienne. Elle a lieu le 31 juillet de chaque année. 31 juillet, parce que ce jour, en 1962, des femmes de l'ensemble du continent africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la toute première organisation dédiée aux femmes africaines, l'Organisation panafricaine des femmes. Le but de ces femmes était, malgré les différences ethniques et linguistiques, d'unir leurs forces, de travailler ensemble autour d'un idéal commun, notamment celui de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et à son émancipation. À la suite de la rencontre des femmes à Dar es Salaam, la JIFA sera promulguée par les Nations Unies en 1962 avant d'être officiellement consacrée le 31 juillet 1974 lors du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'est tenu au Sénégal. La journée de la femme africaine, la journée internationale de la femme africaine est peu connue, mais est tout de même célébrée dans plusieurs pays du continent africain et même au-delà des frontières. Les droits des femmes en Afrique, grâce à cette journée, ont connu une amélioration importante. Plusieurs États ont mis en place des instruments pour apporter une protection certaine à la gente féminine. C'est ainsi que l'Union africaine a fini par adopter bon nombre de lois en faveur de la femme africaine. Voilà pour le contexte historique. Il est important de se rappeler ces choses-là. Il est important de se rappeler l'origine parce que lorsqu'il y a une date phare, chacun a l'habitude de pouvoir l'utiliser selon sa vision, selon sa conception. Donc, on a fait de cette journée une journée où on met en avant, où on promeut la féminité physique, mais vous savez, cette journée internationale de la femme africaine, ça va au-delà. Ça va au-delà de la promotion de la beauté. Ça va au-delà des vertus physiques de la femme. Et c'est ce que nous voulons partager avec vous ce soir, avec nos invités. Alors, nos invités vont pouvoir apparaître donc à l'écran. Bonsoir à celles qui nous rejoignent.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Bienvenue Bonsoir dans l'émission Délicia. Divine Afrique. Bonsoir Délicia, merci beaucoup Bienvenue. pour cette belle invitation. Merci à vous d'avoir répondu favorablement. Bonsoir. Je ne sais pas si on me voit. Bonsoir Christine. Oui, on te Bonsoir. voit. On te voit très bien. Bonsoir, bienvenue dans l'émission Divine Afrique spéciale JIFA. Merci en tout cas, merci pour l'invitation. Nous attendons notre troisième invité qui va pas tarder à faire son entrée. Notre troisième invité, Peggy Louemba. Alors, Peggy Louemba qui se fait désirer. Bonsoir Peggy. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission Divine Afrique spéciale JIFA, Journée internationale de la femme africaine. Merci pour cette invitation. Merci d'avoir répondu présente. C'est un honneur pour moi de me tenir devant vous parce que ce soir, nous avons 3 invités, 3 femmes, ce qui veut dire 3 parcours, ce qui veut dire 3 personnalités et c'est ce qui va rendre cette émission riche et édifiante. Donc, mesdames, la parole est à vous. Je laisse le soin à Madame Sandra Benani de pouvoir se présenter et ensuite, chacune son tour. On va procéder comme ça ce soir. D'accord. Merci beaucoup, Délicia, de me donner cette opportunité, cette chance d'être parmi vous ce soir. Alors moi, pour me présenter brièvement, tout d'abord, je suis d'origine tunisienne, née en France. Et j'ai donc cette richesse au niveau de mon parcours d'avoir cette double culture. Donc la culture de la française et la culture de la tunisienne, et j'ai envie de dire une troisième culture qui est la culture panafricaine aussi. Donc c'est quand même pour moi une richesse de faire partie de tous ces univers. Et au niveau de mes activités, j'essaie justement d'utiliser ces richesses-là, ces particularités-là qui font partie de mon ADN, hein, j'ai envie de dire, et de mon univers, dans mes activités. Quelles sont-elles, mes activités? Je suis présidente de 2 associations qui sont basées à Paris et une ONG de femmes maghrébines. Dans le cadre de nos activités, dans les 3 structures, nous organisons différents types d'événements et dans certains types d'événements, il y a des événements de networking féminin, en particulier pour l'ONG des femmes, bien évidemment. Et dans ces événements-là ou ces projets où l'on met à l'honneur des initiatives féminines, et ben justement, on a à cœur de mettre à l'honneur des femmes panafricaines et pas que tunisiennes ou que maghrébines ou que françaises. Voilà. C'est vraiment de manière générale. Et ces parcours-là sont très, très, très riches. Les parcours de femmes engagées sont très riches. Donc, merci voilà, beaucoup, Sandra. Merci pour la petite présentation. Christine, est-ce que tu peux te présenter à notre public de ce soir? Oui, alors moi, c'est Christine Kaïcha. Je suis productrice d'une pièce de théâtre qui s'appelle Les Bijoux de l'âme. Alors, Les Bijoux de l'âme, ça traitait de la violence conjugale. On a tourné cette pièce de 2014 à 2017. Elle est passée aussi sur Vox Africa francophone. Voilà. Donc en fait cette année, on va un peu reprendre après le confinement, etc. On va un peu reprendre les activités et donc on a avec 3 partenaires féminines, on a décidé en fait de vraiment parler de ce sujet-là, de la violence faite aux femmes. Alors en faisant en fait un showcase de la pièce de théâtre Les Bijoux de l'âme et aussi un showcase d'un monologue qui s'appelle Le viol de la petite cerise noire. Alors ce sera en fait un événement qui aura lieu pendant 3 jours à Bruxelles.
parce que je suis en Belgique, à Bruxelles. Et on va en fait proposer aussi des ateliers sur la confiance en soi, la prise de parole, sur le acting aussi et sur l'écriture. Parce qu'en fait, nous sommes 4 artistes et on se dit qu'on peut peut-être aider certaines femmes, mais via les arts, parce qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas... Voilà, donc on se dit on va prendre ce qui pour nous est une passion et voilà, et proposer en fait les arts pour pouvoir en fait en fait on veut vraiment que les personnes s'expriment. Et donc voilà, donc ça c'est là en tout cas point de vue activité vraiment directe. C'est ce qu'on va faire donc avec Lima Duka du petit journal de Lima, avec Yves Marina qui est une actrice aussi ivoirienne, et Jenny qui est elle en Côte d'Ivoire. Mais donc voilà, donc elle aussi, elle est vraiment dans l'organisation et c'est une femme au foyer qui est en train de vraiment prendre sa vie en main, parce qu'elle peut être entrepreneuse. Et donc c'est vraiment, on a toutes en fait un background différent, on est toutes différentes, mais ça nous rassemble. Et donc voilà, donc on est vraiment fiers parce que ça va être la première édition fin août. Et donc voilà, donc on espère vraiment que les gens vont venir, même de Paris, hein, il faut venir, hein, de France. Super, on aura l'occasion d'en reparler et de développer sur le sujet. Alors, on va laisser le soin à Peggy de pouvoir se présenter. Rebonsoir, Peggy. Bonsoir à vous. Donc, je suis Peggy Louemba, origine des Antilles. Ma mère est de la Martinique, mon père est de la Martinique. Mais a priori, par rapport à mon nom, je ne me suis pas réellement renseignée sur mon histoire, mais je suis certaine qu'il vient du Congo. Alors moi, en fait, j'ai voulu créer mon entreprise de boutique en ligne dans lequel je forme des pochettes, à peu près comme ça, imprimées africains, avec des petits porte-monnaies et autre chose que je ferai dans l'avenir, que je vends sur ma page Facebook, via ma page Facebook. En parallèle, je fais partie de l'association de ma petite sœur qui s'appelle l'association Tous pour Jess, qui est dont je suis la secrétaire et qui est une association dans laquelle nous aidons en fait tous les enfants qui sont de près ou de loin, euh, qui ont soit un handicap ou soit en fait une forme ou autre chose ou une longue maladie. Et on aide en fait ces enfants-là à retrouver leur sourire ainsi que leurs parents en leur de temps en temps en leur envoyant des colis, en allant leur offrir un moment de joie, soit organiser leur anniversaire ou il n'y a pas longtemps, on a organisé un week-end, tout un week-end dans un camping pour 5 familles qui avaient des enfants malades. Je veux aussi créer mon association de médiatrices de rue parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Donc, je souhaite aider les jeunes, ados ou plus, euh, en fait, qui ont du mal soit à rechercher un travail ou tout simplement à trouver leur voie en leur aidant dans les recherches d'emploi, la façon de se tenir lors d'un entretien ou tout simplement les aider financièrement via mon association dans leurs projets professionnels. Et aussi, Waouh, eh ben dis donc, c'est une belle liste. Il y a beaucoup de choses et de très belles choses. Alors, vous l'avez mentionné dans vos présentations, mais si on peut refaire encore un tour en précisant vraiment, si vous pouvez préciser quelle est votre origine, quelle est votre origine, quel est votre lieu de résidence et quelle est votre nationalité. C'est important, vous le comprendrez. Votre origine, votre nationalité et votre lieu de résidence, votre pays de résidence. Alors moi, je suis originaire de la Martinique et j'habite en Seine-et-Marne, dans une petite campagne, petite ville plutôt, qui s'appelle Mormant, qui est située près de Melun,
plus ou moins. Donc, Melun en France, Seine-et-Marne en France. Exactement, tout à fait, pardon. Christine? Alors moi, en fait, je suis d'origine burundaise, rwandaise et congolaise. Donc, les gens souvent se demandent comment j'ai fait. Mais en fait, c'est que mon père est burundais et ma mère est rwandaise congolaise, en fait. Alors, je suis née en Belgique et je vis en Belgique, à Bruxelles. Et voilà, et c'est vrai que par rapport à mes racines, nationalité belge sur papier, mais je ne me considère pas belge, je me considère africaine avant tout. Donc voilà, belge, c'est vraiment sur les papiers parce que je suis née en Belgique. Merci. Sandra? Moi, c'est un peu la même chose. Donc, je suis tunisienne d'origine, j'habite en France, donc je suis de nationalité française, mais je me sens très attachée à ma culture maghrébine, plus que française peut-être. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans votre pays de résidence? Est-ce que vous êtes né en France pour celles qui sont en France? Est-ce que, Christine, tu es née en Belgique? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous a amené dans ce pays? Qui répond? Je ne sais pas qui répond. Sandra, si tu veux Moi, je commencer. suis née en France. Donc, D'accord, c'est mes parents qui étaient ici. Ouais. Moi aussi, je suis née en d'accord. Belgique. Née en Belgique. D'accord. Peggy? Moi aussi, je suis née en France. Mes parents sont Née nés en en France. Martinique, mais a priori, mon arrière-arrière-grand-père venait du Congo. Wow. D'accord. Par rapport à vos origines, parce que là, nous sommes entre nous, femmes africaines de la diaspora. Donc, moi, contrairement à vous, je suis née en France, grandi en France, mais je suis attachée à la France. Je suis attachée à cette terre parce qu'elle fait partie de moi, elle fait partie de mon identité. Donc, je me considère à 100% française et je me considère également à 100% congolaise parce que les origines, on ne peut pas les renier. Les origines, c'est là où c'est d'où l'on vient. C'est quelque chose qu'on ne peut pas renier ni étouffer. Donc, je suis à 100% congolaise, à 100% française. Donc là, on se retrouve loin de la terre d'origine. Et par rapport à ces origines-là, est-ce que vous avez un jour senti ou vécu le choc des cultures? Parce que qui dit française d'origine quelque chose ou qui dit belge d'origine quelque chose, il y a forcément une double culture qui est présente. Donc, est-ce que vous avez un jour senti le choc des cultures dans peu importe la situation ou la circonstance? Peggy? Alors moi, je dirais non, pas vraiment. Je pense que le problème, c'était moi. J'ai grandi dans une cité où il y avait beaucoup de Maghrébins. Donc du coup, je me suis un peu identifiée à eux et grandi avec une certaine honte de mes cheveux afro, euh, peut-être éventuellement de ma couleur que je reniais. Et depuis quelques années, je suis fière, peut-être un peu plus, d'être une femme, avant tout une femme noire, qui s'assume. Et du coup, j'ai voulu pour cela arrêter, enfin essayer en tout cas, j'essaye au quotidien de prendre soin de mes cheveux afro. Voilà. Des beaux cheveux en plus. Oui, de très beaux cheveux. Merci. Christine? Oui, alors moi, en fait, le choc de culture, non, en fait, j'ai pas vraiment eu ça. Je pense qu'en fait, plus en grandissant, plus je me rends compte qu'il y a des différences, en fait. Parce que quand on est jeune, quand on est, voilà, on est un peu, on aime un peu tout le monde, entre guillemets. On a l'impression que tout le monde nous aime aussi. Donc voilà, c'est plus genre quand il faut trouver des appartements, par exemple, ou par exemple, voilà, si par exemple dans mes frères et sœurs qui sont mariés, enfin qui sont avec des partenaires qui ne sont pas de notre De origine, votre origine? alors là,
voilà, il y a des petits clashs, mais c'est même pas des clashs, c'est juste, voilà, des petits ajustements, si je puis dire, ou des petites incompréhensions parfois. Mais nous, on prend ça à la rigolade, on prend vraiment ça à la rigolade. Mais sinon, j'ai vraiment jamais vraiment vécu quelque chose qui m'a choquée. Je sais tout simplement, pour avoir vécu longtemps avec les Européens, par exemple, ou d'autres nationalités, évidemment, que voilà, il y a certains codes, en fait. Il y a certains codes bon, parfois, il faut un peu s'adapter ou alors rester aussi soi-même, évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus, pour moi, en tout cas, il faut rester tel qu'on est et je ne demanderai jamais à une autre nationalité de devenir africain, par exemple. Donc, c'est juste pouvoir comprendre les codes et voir si ça s'accorde ou pas. Mais c'est clair qu'il y aura toujours des moments où ça peut un peu coincer. Mais donc, alors, en général, si ça coince, ce sont peut-être des personnes que je ne fréquenterai pas, par exemple, et tout. Mais c'est vrai qu'en grandissant, plus je grandis, plus je me sens très, 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 très fort attachée à l'Afrique, aux Africains. Pour moi, même si je suis burundaise, rwandaise, congolaise, tout ce qu'on veut, moi, je suis surtout, pour moi, panafricaine, en fait. J'aime pas trop cette différence qu'on veut faire entre nous. Parce que même là, moi, j'ai envie de retourner vivre en Afrique et je me dis pas, il faut absolument que j'aille vivre dans mon pays, en fait. Parce qu'en plus, je le connais pas puisque j'ai toujours vécu en Belgique, etc., etc. Je suis jamais retournée, par exemple, au Burundi, je suis jamais retournée. Je connais un peu le Rwanda et encore, j'avais 7 ans, donc je me souviens vraiment de rien. Et le Congo, j'y étais il y a plus de 10 ans. Donc, pour moi, j'ai envie de pouvoir me sentir à l'aise dans n'importe quel pays africain. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et donc, voilà. Mais le choc de culture, non, parce qu'en fait, même quand on va en Afrique aussi, on ne nous considère pas non plus africains. Donc, il y a aussi parfois un petit choc dans des ajustements. Dans les deux sens. Voilà, quoi. C'est dans les deux sens, en fait. Voilà, c'est quand on arrive là-bas, on se dit, ok, oui, ok. Donc, c'est comme ça, ok. Mais voilà, quoi. C'est un apprentissage pour moi. Sandra, le choc des cultures, est-ce que vous l'avez déjà vécu, ressenti? Oui. Oui, ça rejoint un peu l'expérience de Peggy et Christelle. Alors moi, par rapport à la France, j'ai la particularité que j'ai un prénom français. Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je suis d'origine maghrébine, qui pensent que je suis française ou vu que j'ai un nom à consonance italienne, espagnole, voilà, qui pensent que je suis européenne. Voilà. Donc déjà, ça surprend pas mal de gens. Même physiquement, il paraît que je suis pas typée. Donc déjà, ça surprend beaucoup de gens quand je leur dis, ne serait-ce que dans un univers parfois professionnel ou dans un regroupement, quand je dis aux gens que je suis d'origine tunisienne, déjà, il y a plein de gens qui sont étonnés. Ah bon, parce que votre prénom, il fait typiquement français. Physiquement, c'est pareil. Comment ça se fait? Donc déjà, il y a une... ils sont surpris déjà. Et puis après, au niveau de ma propre communauté à moi, qu'elle soit ici en France, donc la communauté avec laquelle j'ai grandi, ou en Tunisie, c'est très simple. En fait, là-bas et ici, à partir du moment où on témoigne de l'empathie envers son pays, envers les gens, qu'on s'intéresse à l'actualité, un minimum, à ce qui se passe, et qu'on montre qu'on aime en fait quelque part notre patrie et qu'on a un sentiment de patriotisme, ils nous acceptent même si on est né ici parce qu'ils savent très bien que de toute façon on va pas être aussi calé qu'eux sur plein de sujets, mais qu'on a cette envie, cet attachement en fait à notre pays. Donc à partir de là, on n'est pas rejeté. La seule chose que moi j'ai remarqué, parce que vous parliez tout à l'heure parfois d'ajustement ou de soucis, c'est par rapport à l'écriture et à la lecture, par exemple, de l'arabe. Parce que, par exemple, moi, quand je rentre en Tunisie, il y a beaucoup de documents, de livres, d'articles de presse, plein de choses qui sont écrits en arabe, que moi, vu que je suis née ici, je maîtrise pas forcément. C'est une langue difficile quand même. Et ça me pose souci. Et j'ai vécu certaines situations parfois en Tunisie où je me suis sentie parfois peut-être un peu larguée, entre guillemets, parce que je comprenais pas ce qui était écrit ou parce qu'on m'a donné un document que je comprenais pas. Bon. Après, ce qui est bien, c'est que quand même une ancienne colonie française. Donc, il y a plein de documents qui sont traduits en français, tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on fait des efforts pour leur montrer qu'on s'intéresse à notre patrie,
je trouve qu'ils nous acceptent comme on est, quoi. Ils savent très bien que on n'est pas, à 100% comme eux, mais ils font preuve de tolérance globalement. Donc, globalement, ça va. Mais c'est à nous, j'ai l'impression aussi de faire des efforts, en fait. C'est ça que je veux dire. On doit quand même faire des efforts. Parler la langue de notre pays, essayer de comprendre, essayer de s'intéresser à ce qui se passe. Et voilà, si eux, ils voient que nous, on fait des efforts, bon, je pense qu'ils nous accueillent les bras ouverts. Est-ce que c'est important, ça, justement? Est-ce que c'est important lorsque, aujourd'hui, on est centré sur la femme africaine? Voilà, donc Peggy, elle nous a dit qu'elle était d'origine, elle était originaire des Antilles, mais sûrement qu'il y a du sang africain qui coule dans ses veines. D'ailleurs, elle nous expliquer un peu plus là-dessus. Mais là, on est vraiment centré sur la femme africaine, la femme d'origine africaine. Alors, justement, par rapport à ce que vous dites, Sandra, je me suis même perdue. Par rapport à ce que vous dites, est-ce que c'est important lorsque on est cette femme-là, cette femme africaine qui évolue à l'étranger, de pouvoir rester attachée à sa culture et de la vivre pleinement, comme justement l'apprentissage de la langue maternelle ou paternelle. On retrouve aussi la culture. La culture, c'est la langue. La culture, c'est la gastronomie. La culture, c'est le vestimentaire. La culture, ça passe aussi par la coiffure. Donc, est-ce que c'est important, lorsqu'on est cette femme africaine, de rester attachée à sa culture et de la vivre à 100%, malgré qu'on vit à l'étranger, malgré qu'on est né et qu'on vit à l'étranger? J'aimerais bien la réponse de chacune à ce sujet. Si je peux me permettre de répondre, ma chère Délicia, moi, je trouve que c'est capital même, parce que c'est justement ça qui permet de faire le pont avec notre pays d'origine, notre culture d'origine, les gens qui sont là-bas. Si nous, on ne fait pas ce minimum d'efforts pour garder ces traditions, ces cultures, cette langue, cette gastronomie, etc., qu'est-ce qui nous lie finalement? Rien. Donc, si nous, on ne fait pas cet effort-là de conserver un minimum ces particularités-là, eux, de l'autre côté, ils vont peut-être pas avoir envie de venir vers nous. En fait, il faut que chacun fasse la moitié du chemin. Nous, on fait un chemin vers eux pour leur montrer qu'on a su garder, malgré qu'on est né ici et qu'on est pleinement française aussi, comme on le disait, on a la double culture. Si nous, on fait quand même ce travail de conservation du patrimoine, eux, ils ne peuvent que répondre positivement là-bas. Donc, à mon avis, c'est capital, en fait. Merci. Christine, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est capital? Est-ce que c'est indispensable? Oui, enfin, moi, je pense que c'est notre identité. Et puis, de toute façon, quand on vit en Europe, je pense que, ou en Europe, aux États-Unis ou whatever, les gens, de toute façon, vont de toute façon nous relier à l'Afrique. De toute façon. Donc, je ne sais pas, vouloir s'assimiler comme ça à un pays dans lequel on vit parce qu'on est né là, je sais pas. Moi, comment expliquer? Je pense que c'est bien de s'assimiler, mais il faut pas s'oublier, en fait. Il faut pas s'oublier parce que, en fait, je pense qu'il y aura de toute façon toujours des gens qui vont nous rappeler qu'on n'est pas d'ici, de toute façon, même si, parce que eux, ils voient pas qu'on est né en Belgique. Eux, ils voient, voilà, juste, voilà, quand on te voit, je veux dire, pour moi, pour eux, je veux dire, je suis peut-être arrivée hier, ils en savent rien. Donc voilà, donc le traitement en fait ne change pas. Mais après, bon, c'est question d'identité parce que bon, il y en a, surtout dans la diaspora, il y en a qui se sentent, comme tu disais, Délicia, 100% français et 100% africain. Et donc là, donc pour eux, ils vont se dire, c'est tout à fait normal que je me sente, par exemple, belge et que voilà, qu'on doit me traiter comme une Belge. Etc., etc. Mais moi, je sais pas, moi, enfin,
même si je suis née ici, franchement, moi, je me sens vraiment pas belge, en fait. C'est vraiment. Et pourtant, je suis déracinée de chez déracinée. Enfin, je pense que les gens vont penser que je suis déracinée. Euh, mais euh, mais c'est important d'avoir cette identité, mais ça ne doit pas être forcé. C'est quelque chose qui doit venir naturellement. C'est pas les gens qui doivent aussi te dire oui, mais fais ça comme ça ou fais ça comme ci, etc. Puisque de toute façon, on est un mélange. On est un mélange. Donc maintenant, dans ce mélange-là, il faut voir en fait lequel nous épanouit, quoi. Parce qu'il faut pas non plus, j'ai envie de dire jouer à l'africaine entre guillemets, mais il faut pas être plus africaine que notre africain, alors qu'en fait, tu as été éduqué à l'européenne à fond. Donc, enfin, je sais pas, il y a tellement d'influences en fait que on est vraiment, vraiment un mélange parce que je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, par exemple, en France, par exemple, les Maghrébins et les Noirs sont forts ensemble et ils s'influencent énormément, énormément. Donc, voilà, quoi, c'est vraiment, il faut vraiment, c'est clair, il faut savoir qui on est et je pense que c'est les parents qui font ça au début. Mais après, vraiment, essayer de vraiment pas nier son africanité. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y en a qui le font. Et ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. Merci, Christine. Peggy? Moi, je suis même beaucoup d'accord avec Sandra et Christine. C'est un peu un mélange de tout. Je pense que c'est important, d'autant plus pour moi qui suis originaire des Antilles, avec un nom typiquement africain, Louemba. Ah ça, Donc, je te le confirme. je ne peux pas renier mes origines africaines. Cependant, je pense qu'au niveau aussi de la gastronomie, je ne vais pas dire éventuellement de la langue parce que je ne pratique pas, mais par exemple, je me suis mise à la cuisine africaine. Je suis amoureuse de l'imprémé africain. J'aime l'Afrique en fait, malgré que ce soit un continent. Moi, c'est vraiment l'Afrique, le continent africain que j'aime. Donc, j'essaye de le représenter à ma façon, sans oublier que ma mère, mon père, mes grands-parents sont, pardon, de la Martinique. Donc, je garde mon côté martiniquais avec ma culture martiniquaise, de fille née en France d'une culture française, mais je pratique, enfin j'essaye en tout cas, et c'est ce que j'implique aussi dans l'éducation que je donne à mon fils. Je n'oublie pas que je suis avant tout une femme noire et que forcément, de par d'autant plus mon nom de famille, j'ai des origines africaines. Merci beaucoup. Justement, bah, en tant que, toujours dans le même contexte, en tant que femme noire, en tant que femme africaine, euh, est-ce que vous avez eu un jour à vivre le racisme et ou le sexisme? Parce que on l'a dit, on vit dans une société où Christine l'a dit, on vit dans une société, même si tu dis que tu es né en Belgique, tu as grandi en Belgique, quand les gens ils te regardent à première vue, le premier regard, ils voient ta couleur de peau, ils voient l'Afrique. Ils voient automatiquement l'Afrique, tu as beau leur expliquer ce que tu veux, ils voient automatiquement l'Afrique. Et même pour toi aussi, Peggy, qui a des origines africaines mais antillaises, lorsqu'on te regarde, lorsqu'on te voit, on voit la couleur de peau, on voit tout de suite l'Afrique. On voit tout de suite l'Afrique. Et puis, te concernant toi, Sandra, c'est vrai que tu as dit que beaucoup en te voyant, sont étonnés de tes origines donc africaines parce que tu parais européenne et bon, moi, je trouve pas, moi, en te regardant, je vois vraiment le Maghreb. Après, s'il faut préciser le pays, moi, parce que je le sais, mais je vois vraiment le Maghreb. Donc, par rapport à ce regard-là de la société qu'on ne peut pas aussi nier ni étouffer, parce que ça aussi, beaucoup le nient et l'étouffent, qu'apparemment, en 2021, il n'y aurait plus de racisme. Mais bon, j'aimerais savoir, à votre niveau, est-ce que vous avez eu à vivre le racisme et le sexisme? Et si oui, bah, dans quelles circonstances ou situations, si vous pouvez nous donner quelques petits exemples, s'il vous plaît.
Alors moi, oui. Par exemple, quand je dis mon prénom et mon nom de famille et que je dis que mes parents sont originaires de la Martinique, j'ai comme réponse: Ah, excuse-moi, je croyais que tu étais africaine. Alors pour moi, je trouve que ce sont des propos racistes. Donc je suis obligée de dire pourquoi tu t'excuses, puisque je suis noire de toute façon. Donc africaine, antillaise, peu importe, tu n'as aucune raison de t'excuser. Et j'ai eu aussi un deuxième cas dans lequel j'étais en train de discuter avec une femme européenne et je lui disais que mon souhait, ce serait de vivre en Martinique. Sa réponse a été: Mais tu n'as pas peur? Alors je lui ai dit: Ben, peur de quoi? Et là, elle m'a répondu: Ben, on ne sait pas, tu sais pas comment ça se passe là-bas. Je lui ai dit: Ben, c'est mon pays. Dans tous les cas, la majorité des gens sont comme moi. Les cheveux crépus, et ils sont noirs. Donc, pourquoi veux-tu que j'ai peur des gens qui me ressemblent? Et là, elle ne savait plus quoi dire. Et je pense que le racisme, en fait, c'est 80% d'ignorance. Donc, je les excuse. Tu es bien Bon, clémente, après, Peggy. Christine, oui. ouais, il y a ceux qui sont ignorants. Bon, après, ceux-là, c'est clair, il faut les éduquer, il faut un peu les remettre un peu, voilà, un peu leur faire À leur comprendre. place. Mais bon, après, il y en a vraiment, voilà, après, il y en a vraiment qui sont racistes. Après, moi, j'ai déjà vécu en fait, moi, j'ai vécu le racisme, mais surtout par rapport aux recherches d'appartements. Donc, j'ai déjà eu le coup où, ben voilà, la personne te voit, elle dit, ah ben non, c'est pris. Et donc, la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a tellement choquée que le lendemain, j'ai appelé parce qu'en fait, en plus, comme moi, j'ai pas d'accent. Donc voilà, parce que sinon, je crois qu'ils auraient déjà filtré direct. Ils auraient dit non, c'est pris, quoi. Mais comme moi, j'ai pas d'accent, et en plus, quand voilà, quand on appelle, on fait encore une voix un peu plus, hein. Donc, je rappelle le lendemain et je dis, est-ce que l'appartement est libre? Ah oui, oui, il est libre. Et puis je dis, oui, vous savez que c'est moi qui suis venue hier. Enfin, bon, tu commences à m'énerver, enfin bon, bref, voilà. Mais en tout cas, point de vue à part, j'ai eu voilà, ça, il y a eu beaucoup c'est très difficile en fait de trouver des appartements en tant que africaine. Après, et après en fait, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est les excuses en fait que les propriétaires vont donner parce que c'est vrai, ok, je dis pas, il y a sûrement une partie d'Africains qui peut-être ne respectent pas les lieux, etc., etc. Mais il n'y a pas que les Africains. Mais quand un Africain fait ça, donc c'est tous les Africains en fait. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que si c'est par exemple un Européen qui va peut-être déconner avec l'appart ou quoi, ah ben, ça ne veut pas dire qu'ils vont plus aller relouer un Européen. Mais un Africain, c'est direct en fait. C'est direct. Et donc ça, franchement, ça c'est vraiment le truc qui m'énerve vraiment. Et sinon, point de vue travail, en fait, point de vue travail, j'ai jamais réellement eu de racisme. J'ai eu des soupçons de racisme parce qu'à un moment donné, j'ai été traitée différemment de ma collègue. Et donc, sur le coup, comme on ne s'est pas prouvé, donc voilà, je me suis dit, bon, j'ai dit, je me demande si ma peau n'y est, voilà. Et en fait, ce qui a été étonnant, c'est qu'en fait, un jour, en fait, une de mes collègues m'a dit, en fait, Christine, ce qui t'est arrivé là, c'était du racisme. Donc, elle-même, elle avait remarqué, en fait. Donc, moi, je n'ai pas voulu crier, voilà ma carte de la victime, etc., etc. Mais elle a remarqué, en fait. Et elle m'a dit, non, ce qui est arrivé, c'était du racisme. Et en plus, c'était une directrice, c'est pas comme si c'était une collègue ou quoi ou quoi. Donc voilà, c'est là et c'est bien là. Mais le vrai, enfin, pas le vrai racisme, mais le racisme là, in my face, où on me dit sale négresse et tout, et tout, et tout. Voilà, ça, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Mais dire qu'il n'y a pas de racisme, ça, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, quoi. C'est clair. Merci. Sandra, si tu peux t'exprimer là-dessus. Oui, avec plaisir. Moi, je dirais qu'effectivement, il y a beaucoup de racisme envers les étrangers de manière générale et la communauté africaine, dont la communauté maghrébine aussi. Après, à travers les échos que j'ai aussi des gens qui vivent ces expériences-là, on a l'impression que là, depuis qu'il y a eu le Covid, ça s'est empiré. Parce que justement, les places sont devenues encore plus chères pour avoir un appartement, pour avoir un travail, parce qu'on est en situation un peu de crise économique. Donc, c'est encore plus dur.
Et ce qu'on appelle le délit de faciès que ce soit pour pour les personnes étrangères d'origine africaine, panafricaine, quel que soit le pays, eh ben, il est devenu vraiment, je dirais pas fréquent, mais enfin, ça s'accentue de plus en plus, oui. Parce que justement, c'est en ces périodes-là où c'est encore plus affûté, où c'est encore plus clair. Et ça touche, comme disait Christelle, particulièrement les domaines de la recherche d'appartements et recherche de travail. Et ce que racontait Christelle, l'anecdote de l'appartement qui, en face-to-face, est pas disponible parce qu'il a été loué ou le job a été pris et que en off derrière, quand les gens appellent, et ben finalement l'appartement est disponible ou le job est disponible, ça c'est quelque chose de très courant. Et même chez nous, hein, dans la communauté maghrébine, hein, ça arrive tout le temps. Hein. Donc c'est malheureux, mais ça existe. Il faut composer avec. Oui, moi, Christine, tu voulais ajouter? Oui, je voulais rajouter juste quelque chose aussi. C'est qu'en fait, parfois aussi, et ça, personnellement, je peux pas leur en vouloir parce que, en fait, quand on a vécu comme ça, parfois, en fait, on sent aussi que la personne en face de nous est raciste ou qu'elle a des préjugés, etc. Et alors, parfois, quand on raconte ça dans un environnement plutôt européen, on va dire qu'on se victimise, on va dire qu'on exagère et tout, parce qu'en fait, eux, ils comprennent pas que nous, maintenant, on le sent, quoi. On le sent. Moi, je veux dire, à mon travail, c'est que des Européens, mais je vois la différence entre ceux qui sont hyper ouverts avec moi et ceux qui sont sur la réserve, qui se disent, oui, bon, elle, voilà, quoi, on sait pas trop. Je le sens direct. Mais là, les gens vont dire, ah ben non, t'exagères, ah ben si, ah ben ça. Et c'est souvent les Européens qui ne comprennent pas. Mais après, je peux comprendre qu'ils ne comprennent pas puisqu'ils n'ont jamais vécu, en fait. Ils n'ont pas vécu, oui. Après, ce que disait Christelle est très vrai, c'est que quelque part, c'est jamais frontal. Ils vont pas vous dire directement, ils vont pas vous faire comprendre directement, mais vous le découvrez après. Que finalement, c'était ça. Je pense que c'est là est la différence, parce que c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup prétendent que le racisme n'existe plus, ou bien le racisme s'est estompé. Pourquoi? Parce que c'est pas le racisme d'il y a 100 ans, c'est pas le racisme d'il y a 50 ans, d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans. En fait, si je peux dire, c'est le racisme s'est modernisé, en fait. Le racisme s'est modernisé, donc ça ne sera pas comme Christine, tu as dit face à face, on te dira sale noire, sale négresse, voilà, excusez-moi du terme, sale arabe, tout ça, on ne te le dira pas, mais c'est par un comportement, par une attitude, par une façon de faire. Voilà, et c'est encore plus vicieux parce que les personnes racistes jouent sur ça, justement. Elles jouent sur ça pour dire, bah non, moi, je ne suis pas raciste. Et d'ailleurs, l'excuse universelle, j'ai des amis noirs dans ma famille. Voilà. Donc, voilà, et c'est ça le danger. Et le vice, c'est que le racisme s'est modernisé. Alors, on a parlé du racisme, mais dans vos réponses, vous n'avez pas évoqué le sexisme. Alors, est-ce que dans votre position de femme, vous avez eu aussi à vivre de ces situations-là, ou parce que vous êtes une femme, bah, il y a un différent traitement, un comportement différent, ou des paroles déplacées? Alors, moi, oui. Régulièrement, mais c'est à peu près la même chose que le racisme pour ma part, parce que je pense, après de mon point de vue, que si on remet pas les gens à leur place à l'instant T, ils vont continuer dans leur ignorance. D'où je disais que le racisme est une grande partie d'ignorance. Et c'est pareil pour le sexiste. Moi, je suis quelqu'un de très franche et de très direct. J'ai grandi sans frère dans une cité, donc obligée de m'affirmer très tôt. Et même si je suis amenée à subir, entre guillemets, du sexisme, je remets tout simplement la personne à sa place. Voilà. Mais est-ce que tu penses... Oui. Est-ce que tu penses que le fait de lui répondre, de lui apporter des arguments et de la mettre à sa place, comme tu dis, c'est suffisant pour qu'elle se remette en cause? Sandra, excuse-moi, je te coupe.
parce que tu es en train d'anticiper, sur la suite. Alors, on y revient tout de suite. Ben, juste si vous pouvez vous exprimer sur votre position face au sexisme. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Comment vous l'avez vécu, les situations? Et après, on rebondira justement sur là où tu voulais arriver. Moi, je l'ai vécu de temps en temps. C'est vrai que parfois, quand on est une femme, c'est plus compliqué de s'affirmer, c'est plus compliqué de se faire entendre. Après, je l'ai pas vécu vraiment de façon très, très frontale. Je pense que quand on est une femme, de toute façon, on doit toujours en faire plus et montrer plus qu'on est capable de manière générale. Il y a toujours un peu cette... on doit vraiment prouver qu'on est capable peut-être plus que les hommes, de manière générale. Christine? Alors, en fait, moi, je l'ai vécu, mais je l'ai vécu surtout parmi nos frères africains. Mais bon, mais comme Peggy, en fait, comme j'ai pas vraiment la langue dans ma poche, donc voilà, en général, ça, bon, parfois ça se passait pas trop bien parce que justement, quand quelque chose me dérange, je le dis. Et mais en fait, c'est plus dans le, je sais pas comment expliquer, c'est plus dans le, par exemple, si c'est un univers où il y a beaucoup d'hommes, eh ben en fait, quand toi tu parles, t'es une femme, tu dis quelque chose, en fait, on t'écoute pas. C'est aussi simple que ça, en fait. On t'écoute pas ce que tu dis, c'est n'importe quoi, tu connais rien, tu sais pas. Et puis, en fait, finalement, après quelques temps, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un peu quand même de l'idée dedans, quoi. Mais au moment où tu parles, c'est vraiment comme si c'était une petite voix d'un oiseau, là, comme ça, qui est passé et que voilà, quoi, t'es ignoré, mais totalement. Après, voilà, bon, les hommes un peu qui sont un peu parfois pas trop sérieux, des trucs comme ça. Moi aussi, je mets directement aussi des clairs aussi. Et donc, mais je sais plus ce que j'allais dire. Je sais plus, ça va peut-être me revenir, mais je sais plus ce que j'allais dire en fait. Mais en tout cas, oui, je l'ai surtout vécu en tout cas parmi nos hommes là. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut juste savoir se défendre et pas avoir peur de se défendre, je pense, tant que c'est dans le respect. Parce qu'en fait, sinon, ça va continuer et parfois ça peut aller trop loin. Tandis que si on met directement les points sur les i, je pense que alors là, voilà, la personne va savoir, bon, ben, avec elle, ça va peut-être pas trop marcher, quoi. Ben, ça rejoint l'intervention donc de Sandra et la tienne. La question suivante, justement, ben, comment réagir? Comment se comporter lorsqu'on est face à une situation de racisme ou de sexisme? Comment réagir? Selon vous, quelle est la bonne réaction à avoir? Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réaction. Il fut un temps où ça me mettait hors de moi. Et aujourd'hui, je prends du recul. Par contre, le sexisme, j'ai encore un petit peu de mal. Donc, je suis un peu comme, même beaucoup comme Christine. Moi, quand il faut s'affirmer, je m'affirme. Et j'ai pas peur. J'ai une voix qui porte. Alors peut-être que ça joue sur le fait que les hommes m'écoutent. Et puis, dans mon enfance, j'ai beaucoup fréquenté des garçons. J'étais un peu un garçon manqué. Donc, je discute beaucoup, énormément avec les garçons, et encore aujourd'hui, d'autant plus que l'univers m'a donné un fils. Donc, quand je suis face au sexisme, je m'affirme avec franchise et je reste directe. Et pour C'est-à-dire l'instant, que tu réponds? C'est-à-dire que tu réponds, oui, tu tout à fait. réagis verbalement, Exactement. Et mais s'il tu le restes faut, je me courtoise ou mets bien en colère. tu tombes. Ah, d'accord. Ah oui, s'il le faut, je me mets en colère. J'ai un caractère assez fort, donc je suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Donc, quand je suis face au sexisme, j'en fais part. Je fais part de mon comportement. Très bien. Merci. En fait, Peggy, je voulais te demander, est-ce que ou même Sandra, vous n'avez pas parfois l'impression qu'en fait, si vous vous énervez pas en tant que femme, si vous n'allez pas jusqu'à l'énervement, on ne vous prend pas au sérieux. En fait, les hommes ne vous prennent pas au sérieux. Si on est toujours là, ah, ma vie, arrête, c'est pas grave, voilà, on ne prend pas au sérieux. Mais il faut vraiment s'énerver là. Et puis après, c'est, ah, voilà, la femme noire, là, toujours en train de s'énerver. Mais enfin, moi, j'ai parfois l'impression qu'il faut vraiment, voilà, quoi. Oui, il faut répondre. Donc, pour Peggy et Kaïcha, la réaction, il faut réagir. Il faut répondre. Ah oui. Et Sandra? Oui.
Pour moi, ça dépend parce que quelque part, le fait de répondre constamment, ça peut créer aussi, à mon avis, hein, à mon sens, de l'animosité. Ça peut créer des tensions justement dans les rapports hommes-femmes. Et puis, je sais qu'il y a certains hommes dans nos communautés qui vont dire ah bah voyez, elle est agressive, elle répond, Voilà. elle est au taquet. Donc finalement, ils vont retourner ça contre nous. Puisque si on répond tout le temps et surtout avec un certain certaine comment on dit ça, virilité, enfin certaine pas agressivité, mais enfin avec certains tons, ils peuvent juste, voilà, c'est ça, en étant affirmés, et ben ils peuvent justement l'utiliser contre nous cet argument, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu aussi, parce que ils vont dire ah bah voilà les femmes là elles sont trop affirmées, on n'a plus notre place d'homme, vous voyez, on vous disait c'est elles qui ont un problème, regardez la preuve. Donc il faut savoir à mon avis, mais j'ai entendu ça, hein, il faut savoir doser. Parfois, à mon avis, parfois être diplomate. Parfois, quand il faut hausser le ton, hausser le ton. Parfois, avoir les gants, comme on appelle ça, la main de velours dans la main de. Oh, la main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, à mon avis, il faut une stratégie avec les hommes. Exactement, tout à fait. Et ça dépend, après, ça dépend du sujet, hein, ça dépend du contexte et du sujet aussi. Voilà, donc ça dépend on va pas s'énerver non plus toutes les 5 secondes, quoi. Mais des trucs quand même sérieux, enfin voilà. Ça. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord, merci. On avance lentement mais sûrement. On va essayer de pouvoir toucher un peu à tous les sujets concernant justement la femme africaine. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes déjà retourné donc dans votre pays d'origine et quelles ont été vos motivations justement pour faire ce voyage. Quelles ont été vos motivations et vos objectifs. Donc, l'objectif du voyage. Le but et la raison du voyage. Alors moi, oui, je suis retournée en Martinique il n'y a pas longtemps, parce que il y a 3 ans exactement, avant toutes ces histoires de confinement et de Covid. Ça faisait à peu près 20 ans que j'étais pas retournée en Martinique. Et je suis retournée parce que je pense qu'en fait, ces racines, retourner aux sources, c'est important. Et je pense que j'en avais tout simplement besoin. Et aussi parce que j'ai ma grand-mère qui habite là-bas et que elle vient souvent en France nous voir et que j'avais jamais fait l'effort de venir la voir dans son pays finalement, parce que pour moi la Martinique c'est un pays, c'est mon pays, le pays de ma mère avant tout et le pays de ma grand-mère. Donc oui, j'y suis retournée. J'ai trouvé que c'était important de le faire. Et d'ailleurs, je compte le refaire régulièrement parce que j'ai besoin de cette énergie, les énergies de cette terre, de ma terre. Ok, Christine. Alors moi malheureusement mon pays d'origine, enfin oui bon j'étais au Congo mais il y a plus de 10 ans. Rwanda, quand j'étais très petite, et le Burundi, je suis jamais allée. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment faire aussi un retour. Et d'ailleurs, normalement, avec notre famille, avec la famille, on voulait en fait tous faire vraiment, bon, je n'ai pas envie de dire un pèlerinage, mais on voulait tous faire ce petit retour, puisqu'en fait, dans ma famille, personne n'est retourné au Burundi à part mon papa, qui a été il y a à peu près plus de 10 ans. Et on s'était dit que ce serait vraiment bien de pouvoir vraiment voir nos pays d'origine, quoi. Mais voilà, mais comme je le répète, moi, j'ai envie de me sentir à l'aise dans n'importe quel pays africain. Et mais c'est vrai que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment voir mon pays d'origine. Ouais. Merci, Sandra. Moi, c'est pareil, en fait. En général, je retourne dans un contexte familial et puis pour revoir aussi les amis, pour être connecté à cette terre, comme disait Peggy. Et je pense que c'est important de se ressourcer, de retourner au moins de temps en temps chez soi. Et ça permet de se reconnecter avec soi-même aussi. Merci. Donc, on arrive, bon, comme j'ai dit, lentement, mais sûrement vers la fin de l'émission.
Il y aura encore trois petites questions. On va essayer de pouvoir répondre de manière assez brève pour pas que ça puisse tirer en longueur. Donc voilà, aujourd'hui, on nous présente une Afrique, un continent. Vous savez comment on nous parle de l'Afrique, hein, dans les médias, dans tout. On nous dresse toujours un portrait noir, l'Afrique, le continent le plus pauvre du monde. On nous dresse tellement un portrait néfaste. Alors, j'aimerais savoir ce soir comment est-ce que vous voyez l'Afrique et avez-vous des idées, des projets pour ce continent, pour le continent africain, des projets, des idées, des activités pour le continent africain, pour encore le valoriser, pour encore le mettre en valeur, pour que cette terre soit encore exploitée de manière positive et non négative comme on a l'habitude de le voir trop souvent. C'est vrai. Christine, peut-être? Attends, la première question, c'était quoi? C'était comment je vois l'Afrique, c'est ça, hein? Moi, personnellement, je vois l'Afrique comme vraiment le continent de l'avenir. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent, il y a énormément de personnes aussi qui rentrent aussi. Je pense que, en tout cas, surtout, je pense pour la diaspora. Bon, maintenant, j'ai pas envie de parler pour la diaspora parce que voilà, mais j'ai l'impression que pas mal de gens veulent autre chose. Ils veulent essayer de pouvoir se prouver en fait qu'ils peuvent faire autre chose, et surtout en plus pour le continent, quoi. Donc moi, je le vois vraiment comme le continent de l'avenir. Et voilà, moi, j'ai vraiment envie aussi de rentrer. Mais là, moi, ce serait plutôt pour des trucs plutôt artistiques. Puisque, voilà, genre production de films, etc., etc. Je pense que l'Afrique a énormément de choses à raconter. Voilà, en fait, il y a tellement de choses à faire. Mais en tout cas, voilà, moi, je me vois plus dans les trucs artistiques ou alors pour les enfants, des choses pour les enfants, des écoles, enfin, voilà, des trucs de ce style, quoi. Moi, c'est plutôt ça. Merci, Sandra. Moi, je pense que, au contraire, ma vision du continent africain, c'est un continent très très riche, aussi bien au niveau des profils de toutes les personnes qui vivent là-bas, au niveau des richesses de chaque pays, au niveau des richesses naturelles, c'est quand même un continent le plus riche. Enfin voilà, il y a que des richesses pour moi. Au contraire, dans ce pays-là, le capital humain est une richesse. Comme je vous disais, les richesses naturelles de plusieurs pays d'Afrique sont aussi très très conséquentes. Donc pour moi, au contraire, il y a que des richesses qu'il faut exploiter plus. Et je pense que peut-être le souci, c'est que justement les citoyens, les habitants, les populations locales, peut-être qu'elles tirent pas assez bénéfice des richesses locales qu'elles ont respectivement chacune dans leur pays. Je pense que c'est ça en fait qui manque, c'est ça le problème. Et puis, je pense que moi personnellement, comment je peux contribuer à mon modeste niveau à améliorer les choses et à apporter une contribution, c'est comme disait Christelle, pour tout ce qui est artistique, donc des projets artistiques, et puis également humanitaire, parce que moi je fais beaucoup d'humanitaire, donc apporter aussi une pierre à l'édifice à ce niveau-là. Merci. Peggy? Alors moi, vu que je ne connais pas en fait finalement le continent africain, je suis plutôt en mode découverte. Mais ce que je peux moi apporter à mon humble contribution, c'est la solidarité. Et je pense qu'on devrait être solidaire. Donc ça rejoint en fait l'humanitaire de Sandra. Et par plein de choses en fait. Moi, j'ai comme par exemple dans ma boutique en ligne, je vais vendre des choses en imprimé africain. Donc, ce que je souhaiterais, c'est aller dans chaque pays, donc le Sénégal, le Congo, mais vraiment dans chaque pays et rapporter de chaque pays en fait du tissu ici pour pouvoir faire des vêtements, des pochettes. Je trouve que nous, après de mon point de vue, je trouve qu'on s'habille énormément chez les Européens et finalement beaucoup moins chez nous. Alors si en fait on pouvait aussi contribuer à pouvoir faire avancer
notre propre communauté, et quand je dis communauté, c'est donc l'Afrique tout court. Donc, je mets aussi la Martinique, la Guadeloupe, tous ceux qui sont noirs, voilà, le Maghreb aussi. Si on pouvait tout simplement être solidaires un peu plus, je ne vais pas dire qu'on ne l'est pas, mais un peu plus solidaires entre nous et qu'on pouvait aider notre voisin qui crée sa société à acheter chez lui, un peu plus acheter chez lui plutôt que donner chez les Européens. Je pense que ce serait déjà un énorme pas en avant. Wow. Voilà. Wow, super, super, super. OK. Et donc, on connaît certaines réalités de la femme africaine, certaines réalités qu'on connaît, certaines réalités qu'on ignore, mais bon, nous savons que autour de la femme africaine, il y a beaucoup, beaucoup d'injustices, beaucoup de violences à tout niveau, des violences à tout niveau. Donc, c'est le continent où on lutte le plus contre les mariages forcés, contre l'inceste, contre les viols. Il y a vraiment une réalité quand même dure. Il y a quand même une réalité dure. C'est vrai que là, on a vanté le continent africain, on a vanté ses richesses, mais il y a une réalité qui est quand même dure et que là aussi, on ne peut pas ignorer. Alors, quel mot vous pourriez adresser à cette femme africaine qui avance avec cette histoire-là, qui avance avec ses blessures, qui avance avec ces réalités-là, qui avance ou qui n'avance plus finalement. Parce qu'il y en a beaucoup qui, face à ces réalités, quelque part, la vie s'est arrêtée. Alors, si vous pouviez vous exprimer sur le sujet-là, la femme africaine face aux réalités du continent, tout ce dont j'ai parlé et peut-être des sujets que je n'ai pas évoqués, mais vraiment brièvement, qu'est-ce que vous pourriez dire? Quel message vous pourriez apporter à cette femme-là particulièrement? Alors moi, je je ne sais pas dirais si j'ai été trop claire, assez claire. Oui, oui, c'est très clair. Oui. Moi, je dirais à cette femme d'avancer, de laisser le passé au passé, qu'on a tous des blessures plus ou moins graves, chacune d'entre nous, et que le mieux, en fait, c'est d'essayer d'avancer en essayant de se construire de nouveau, comme une renaissance, en acceptant, je pense que la priorité peut-être, parce que la majorité d'entre nous ont du mal à accepter notre corps, nos cheveux, notre nez, nos traits. Je pense que si on commençait déjà à s'accepter comme l'on est, à accepter les gens aussi comme ils sont, à accepter que certaines fois on puisse être blessé et que on puisse aussi être en colère, mais qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, réagir sur le moment avec nos émotions. Si on arrive à faire ça, qui n'est pas une chose facile, je conçois, mais si déjà on arrive à faire ça, je pense qu'on peut aussi évoluer dans le positif. Parce que je pars du principe que le positif attire le positif et que le négatif attire le négatif. Donc, si on essaye d'être positif et qu'on essaye de mettre nos blessures de côté, parce que les blessures, elles cicatrisent, mais on ne les oublie pas, qu'on pardonne aussi du mal on a pu faire et du mal des situations dans lesquelles on a pu se trouver, qui ont engendré aussi certaines fois le mal qu'on a pu nous faire. Je pense que déjà, on peut se permettre d'évoluer et d'évoluer dans de bonnes conditions. Merci Peggy. Christine, s'il y avait un mot, un message à adresser à la femme africaine en général. Juste pour leur dire qu'elles ont de la valeur et qu'à partir du moment où elles réalisent qu'elles ont de la valeur, elles vont
exiger des autres qu'on les considère comme des personnes précieuses en fait. Parce que parfois en fait on reçoit en fait parfois le respect de ce qu'on permet à l'autre personne de nous faire ou de nous dire. Après, quand je dis ça, c'est pas non plus de le faire peut-être de façon rebelle ou quoi. Hein. Je veux dire, chacun a sa manière. Voilà, il y a des femmes qui sont douces, qui arrivent à manipuler d'une certaine manière ou d'autre, mais en tout cas, vraiment, dans tout ce qu'elles font, vraiment de se valoriser. Maintenant, c'est clair, celles qui ont été violées, celles qui ont eu des, comment on appelle ça, des traumas dans l'inceste, ce genre de choses. Ah là là, c'est pas évident à dire, surtout quand on l'a pas vécu. Mais en fait, se dire que le lendemain est meilleur, c'est un peu cliché, hein, mais se dire en fait qu'il faut pas perdre espoir, et que voilà, il faut se relever malgré tout. Malgré tout, il faut se relever et se dire que demain ce sera meilleur, quoi. Désolée, c'est un peu cliché ce que je dis, mais voilà. Sandra? Ah, elle freeze. Le Sandra, je problème, pense c'est que que... moi, je vous vois plus. Je ne vous vois plus, mesdames. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne vous vois plus. D'accord, c'est certainement un problème de réseau, mais si tu nous Allô? entends, est-ce que tu peux répondre à la question? Je vais me déconnecter, je pense, et je vais revenir. Parce que je ne vous vois plus. D'accord, essayez donc de Allô? faire ça. Et puis nous, on poursuit, on arrive à la fin de l'émission. Ben, on vous attend le temps de vous reconnecter. Merci. D'accord. Merci beaucoup. À tout de suite, hein, À tout mesdames. de À tout suite. de suite. À tout de suite. C'est Voilà, le néanmoins temps la que question. Sandra puisse se reconnecter. Donc, on poursuit. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Aujourd'hui, c'est la femme africaine qui était à l'honneur. On a essayé de faire quand même un peu le tour, de toucher différents sujets et on va partir un peu sur ce côté-là des femmes modèles, des femmes africaines modèles. Donc, si vous pouviez nous dire ce soir quelle est la femme africaine qui vous inspire le plus? Je dirais la femme africaine, mais s'il y en a plusieurs, alors pourquoi pas, vraiment la parole est libre, mais si vous pouviez nous partager un peu, voilà, pour vous, quelle est la femme africaine modèle ou quelle est la femme africaine qui vous inspire le plus personnellement? Alors moi, je dirais ma grand-mère, qui a toujours vécu en Martinique, qui s'est battue pour l'éducation de ses enfants, les nourrir, les élever, euh, qui a toujours été en tant que fille, qui s'est toujours occupée de ses frères et sœurs, même quand ils étaient malades. Je trouve que ça, pour moi, ma grand-mère, c'est un exemple. Ma mère aussi, par sa sagesse, sa force, sa douceur, que parfois j'envie, sa diplomatie. Euh, et ma tante. Voilà, ma tante c'est un mélange de ces trois femmes, effectivement, moi. Ma tante, qui est aussi, qui s'est battue pour sa vie, qui a été mère célibataire et qui pourtant s'est toujours relevée et qui a vécu avec ses quatre enfants et qui m'a malgré tout hébergée quand moi j'en avais besoin et qui aujourd'hui, maintenant, ses enfants sont grands, est parti retourner aux sources et qui vit en Martinique. Voilà. Merci Peggy, Kaïcha, Christine. Alors, comme premier modèle, évidemment, c'est ma maman, hein, puisque voilà, c'était le qu'on imite dès qu'on est petit, c'est notre premier modèle, c'est le premier modèle de femme africaine. Voilà, ma mère. En fait, ma mère, c'est vrai que c'est un vrai mélange aussi de femmes africaines et de femmes européennes, parce que voilà, elle nous a toujours fait les plats rwandais, burundais, etc. Et puis voilà, il y avait un peu le côté un peu plus européen, etc. Bon, voilà, aussi évidemment sa douceur. C'est vrai qu'on est très différentes, ma mère et moi. Je ressemble plus dans le caractère, je ressemble beaucoup plus à mon père. Mais voilà, ça a été en tout cas mon premier modèle féminin. Mais après, comme ça, en général,
j'aime beaucoup, en tout cas dans le côté artistique, j'aime beaucoup l'actrice Lupita Nyong'o, qui a joué dans Nyong'o, Black Panther. oui, Voilà, Lupita c'est ça. Nyong'o. Voilà, parce que je trouve que c'est une des seules actrices qui bon, après, peut-être aussi, c'était parce qu'elle est africaine aussi, parce que les autres actrices américaines, bon, ben, les blacks américaines, elles n'ont pas vraiment de lien avec l'Afrique, donc on ne peut pas vraiment leur demander ce qu'elles n'ont pas. Mais je trouve que qu'elle a gardé cette identité, en fait, de l'Afrique. Et on a un peu l'impression que voilà, qu'elle amène ça, bon, pas qu'elle amène ça aux États-Unis, mais allez, que peut-être les femmes blacks américaines peuvent maintenant aussi se sentir allez pas avoir peur d'être africaine, en fait, de se dire, bah oui, en fait, c'est de là qu'on vient, etc. Je trouve que c'est vraiment la seule qui reste intacte, en fait, qui reste intacte et tout. Et aussi, quand je regardais un peu son histoire aussi, c'est une femme voilà, que le milieu européen, entre guillemets, occidental, disait qu'elle était moche, qu'elle était pas belle, enfin voilà, tout ça, des trucs comme ça, mais elle s'est quand même battue. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un peu ce côté un peu frais, en tout cas dans l'industrie du cinéma aux États-Unis, quoi. Ouais. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas vraiment de modèle. Enfin, je veux dire, j'ai mes amis, enfin voilà, je veux dire, toutes les amies que j'ai, je les admire en fait toutes pour quelque chose de particulier. Et, et donc voilà, et voilà, et c'est génial de pouvoir se dire, ah ben tiens, elle a ça, il y a une bête, donc elle a ça, et c'est admirable parce qu'il y a des amis que j'ai, elles ont des qualités vraiment que je n'ai pas et que j'admire, quoi, parce que je me dis, waouh, comment elles sont, voilà, c'est génial, quoi, et je pense que c'est bien d'être entouré de personnes qui peuvent nous inspirer, en fait. Ok. Elle est très bien comme ça. Pour finir, selon vous, quelle est la plus grande faiblesse de la femme africaine? Et ça peut être, on peut jouer sur les deux tableaux parce que quand on dit la femme africaine, ça peut représenter aussi le continent africain tout simplement. Parce que l'Afrique, bon, pour moi qui suis écrivaine, qui écrit beaucoup, et dans les textes, dans beaucoup de textes, hein, on apparente souvent l'Afrique à une femme. Donc l'Afrique est une femme. Donc, selon vous, quelle est la plus grande faiblesse de la femme africaine et quelle est sa plus grande force? Un mot pour sa faiblesse, l'amour. Pareil pour sa force, c'est l'amour. Voilà. Alors Christine? moi, je dirais aussi, allez, j'ai pas envie de dire trop gentil, mais oui. Je veux dire, même si la femme africaine, souvent, malheureusement, il y a cette image-là de la femme africaine forte, énervée, blablabli, blablabla. En fait, comme dit Peggy, une femme africaine, quand elle aime, quoi. C'est pas du fixe, c'est pas l'argent qui va faire la différence, même si c'est vrai, il y a des femmes matérielles partout. Je veux dire, c'est pas que c'est des femmes africaines qui sont matérielles. Mais je veux dire, une femme africaine, quand vraiment elle aime, voilà, c'est à fond, quoi. C'est vraiment à fond. Et c'est aussi cette ouverture, c'est d'aimer tout le monde. Et c'est ça aussi qui s'est passé avec l'Afrique. L'Afrique a accueilli tout le monde, a aimé tout le monde. Et parfois, ça s'est retourné contre l'Afrique et et contre la femme. Donc, il faut vraiment qu'elle soit peut-être un peu moins naïve, beaucoup plus sur ses gardes et vraiment pouvoir juger parce que c'est pas tout le monde qui est bon, qui est gentil. Et mais c'est ça, quoi. On a vraiment, c'est malheureux d'avoir vraiment cette image que la femme noire est méchante et tout, qu'en fait, non, quoi. C'est vraiment celle qui a un cœur, elle va accueillir tout le monde, elle va accueillir les enfants des autres, enfin, voilà. Donc, voilà, moi, c'est ça que je dirais, en tout cas. En tout cas, je vous remercie. Malheureusement, on a perdu Sandra. C'est pas grave, ce n'est que partie remise parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a encore beaucoup de points à développer et puis de toute façon, on aura l'occasion de le faire. C'est le but de Divine Afrique, c'est parler de l'Afrique, parler plus des bons côtés parce qu'on entend trop parler des mauvais côtés. Donc, c'est vraiment faire la promotion des richesses
du continent africain. Donc, il y aura d'autres émissions, il y aura d'autres occasions et j'espère que vous serez encore disponible pour qu'on ait encore le temps de pouvoir échanger sur différents sujets, d'autres sujets, aller encore plus en profondeur sur vos activités parce que je sais que vous êtes des femmes entrepreneurs qui entreprennent énormément de choses, qui font énormément de choses et je pense qu'on consacrera une émission vraiment sur vos activités où vous pourrez prendre le temps de nous expliquer un peu d'où vous est venue les idées, la vision, le concept, comment vous l'avez développé et où vous voulez aller avec ça. Voilà, vraiment, la plateforme sera vraiment disponible pour vous donner cette parole. Donc, merci d'avoir été là ce soir pour la JIFA 2021, Journée internationale de la femme africaine. On voulait mettre la femme africaine à l'honneur. On voulait parler de la femme africaine, les mauvais côtés, les bons côtés, les handicaps, les faiblesses, le racisme, le sexisme, les réalités, aussi dures soient-elles. Oui, on l'a dit, il y a des réalités difficiles, il y a des situations improbables, incroyables, mais là où je salue encore la femme africaine, voilà, Sandra nous rejoint, là où je salue la femme africaine, alors on va laisser à Sandra le soin de pouvoir dire son dernier mot, après quoi je pourrai terminer sur ma conclusion et on pourra saluer le public et puis se séparer. Alors Sandra, pour terminer, on aimerait savoir quelle est la femme africaine qui t'inspire le plus et pourquoi elle t'inspire. Alors, moi, c'est la femme de l'ancien président des États-Unis, évidemment, Michelle. comme beaucoup de femmes. Sérieux? Non, mais en fait, elle m'inspire parce que je la trouve forte, brillante, combative, intelligente, et en même temps, toutes ces qualités-là, elles sont enveloppées par l'harmonie, parce que elle est classe, elle est harmonieuse, elle est forte, mais elle est pas violente, elle est pas agressive, ça ne se voit pas. Sa force, elle est aussi accompagnée par sa grande intelligence d'avocate. Donc, elle a su, cette femme-là, en fait, africaine, elle a su avoir tous les atouts. Donc, la beauté, la grâce, la classe, l'intelligence, la finesse, mais en même temps être combative, voilà, toutes les qualités dans une femme. Donc, je trouve ça magnifique. Et puis, c'est un mélange entre l'Orient, l'Occident, là, pour le coup, il y a les États-Unis. Donc, voilà, elle a su mélanger toutes les cultures et ça fait un mélange harmonieux. Effectivement, donc, je te rejoins là-dessus. Et enfin, dernière question que nous avons eu, que j'ai eu à poser. Quelle est pour toi, quelle est selon toi la plus grande faiblesse de la femme africaine et sa plus grande force? Alors comme ça, je dirais la plus grande faiblesse, c'est que peut-être qu'elle n'est pas encore assez représentée, mais là, c'est pas de sa faute. Elle n'est pas encore assez représentée, elle n'est pas encore assez présente dans beaucoup de domaines. J'ai l'impression que les femmes de la communauté panafricaine qui sont visibles et qui sont peut-être médiatisées, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas assez, en tout cas, par rapport au profil et par rapport aux richesses des profils existants, ils sont pas assez représentés pour moi. Donc, quand je dis pas assez représentant, je veux dire pas assez visible. Oui. Donc, manque de médiatisation, manque de visibilité. Et je pense que c'est ça la faille qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on doit trouver des façons, des leviers d'exister plus, de montrer qu'on existe, que nos actions soient plus relayées et médiatisées. Et puis, la force. Oui. Je dirais que c'est justement une femme qui est au carrefour de toutes les civilisations, justement. Elle est riche de toutes ces univers, ces cultures, ces civilisations, de tout ce brassage. Et c'est ça, sa richesse, c'est le brassage. Waouh, super, super. Une fois de plus, je vous réitère mes remerciements. Merci d'avoir répondu présente. Merci d'avoir été là pour ce 31 juillet, la Journée internationale de la femme africaine. Et pour terminer encore avec des mots qui me tiennent à cœur. Voilà, cette femme, comme je le disais, elle a son passé, elle a son histoire. Elle porte sur ses épaules l'histoire de l'Afrique.
l'histoire de tout un continent qui est une histoire lourde, une histoire douloureuse, mais qui est une belle histoire. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup, dans les femmes qui se sont accomplies ou qui sont en train de s'accomplir, c'est en partie grâce à cette histoire-là. L'histoire, elle fait partie de la vie, elle fait partie de notre identité. Et c'est là où je salue encore cette femme africaine, c'est que malgré les réalités souvent difficiles et douloureuses, on la voit toujours debout, on la voit toujours la tête haute, on la voit toujours forte. C'est très rare et très difficile de voir une femme africaine pleurer. Elle le fera souvent dans le secret, elle le fera souvent derrière la porte, derrière le rideau, mais publiquement, on voit toujours cette femme debout, forte, entrepreneur, qui gère sa maison, son foyer, ses enfants, comme vous l'avez dit, les enfants des autres, les enfants de la famille, les enfants du quartier, les enfants. Et en cela, c'est une femme vraiment formidable. Et je retrouve dans la femme africaine une force que je ne retrouve pas ailleurs. Et là, ce n'est même pas pour parler de ségrégation ou de racisme ou quoi, mais c'est la réalité. Lorsqu'on regarde les choses, on voit vraiment que la femme africaine, elle se démarque en beaucoup, beaucoup de choses. C'est une femme qui porte des souffrances, qui porte des douleurs, mais elle est debout, elle l'entreprend et elle entreprend des choses formidables. Alors, je nous encourage encore, je les encourage encore. Je ne sais pas jusqu'où ira ce message, mais qu'une femme africaine qui entend ce message puisse vraiment réaliser, comme vous l'avez dit aussi, qu'elle a de la valeur, elle a de l'influence, elle a de l'impact. Lorsqu'une femme africaine ouvre sa bouche, qu'elle soit la sœur, qu'elle soit la tante, qu'elle soit la mère, qu'elle soit la grand-mère, sa parole a beaucoup d'impact et d'influence. Donc, chères femmes, utilisons cette influence, utilisons cet impact-là positivement pour influencer positivement autour de nous et ça ne pourra donner que des bonnes choses. On en voit la preuve tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, force et courage, on continue le chemin. C'était Divine Afrique pour la GIFA 2021 avec Christine Kaïcha, Peggy Louemba, Sandra Benani, merci à vous et on se dit à très bientôt. À très vite. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Bravo. Bravo. Merci, Délicia. De rien, de rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.